Le réchauffement global a atteint un niveau préoccupant. En cherchant les causes de la hausse des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, des scientifiques ont découvert une nouvelle piste. L'un des moyens pour sauver le climat se trouve là, à quelques centimètres sous nos pieds. Il existe un lien étroit entre la qualité du sol et le climat, une idée à laquelle on ne s'est pas suffisamment intéressé jusqu'ici. L'analyse minutieuse des sols est un sujet de recherche récent. L'objectif est de déterminer comment le sol respire, comment il absorbe le carbone. En effet, un sol riche en humus est l'un des meilleurs réservoirs de CO2. Tout au long de l'histoire de la Terre, la nature s'est uniquement contentée de transformer l'excès de CO2 en biomasse. Mais ce processus ne semble plus fonctionner. Pour quelle raison ? Les études réalisées sous serre permettent d'obtenir des données cruciales sur la capacité d'absorption du CO2 sous certaines conditions. Les ressources informatiques permettent d'étudier les sols en profondeur. Mais on est encore loin de connaître toute la diversité des formes de vie qu'ils renferment. Aujourd'hui, les terres cultivables sont souvent perçues comme de simples supports pour la pratique de l'agriculture, qui utilisent des techniques toujours plus complexes pour accroître le rendement. Jusqu'ici, pratiquement personne ne s'était interrogé sur les effets de l'agriculture intensive sur les sols ou le climat. Pourtant, dans la course contre la montre que le réchauffement global nous impose de gagner, nous ne pouvons plus ignorer ces questions essentielles. Après un examen plus minutieux, nous constatons que la qualité des sols a atteint un niveau critique presque partout. L'ancienne couche d'humus qui recouvrait le sol s'est transformée en CO2. En Europe, les terres cultivables contiennent en moyenne 4 kg de carbone sous forme de matière organique. Et selon la nomenclature internationale, un sol contenant moins de 5 kg de carbone est considéré comme désertique. Ça signifie que toutes les terres agricoles européennes sont désertiques. La première chose serait de l'accepter, mais on essaie de le cacher. Au cours des dernières décennies, on a assisté à une destruction invisible des terres cultivables dans le monde entier. Quelle est la cause de ce phénomène dramatique, dont nous sommes aujourd'hui conscients et qui accentue la menace d'une catastrophe climatique? Et que pouvons-nous faire pour exploiter la solution qui se trouve sous nos pieds? La surpopulation, la pollution de l'air, les montagnes de déchets, l'explosion du trafic automobile, la surexploitation de précieuses ressources ont été lourdes de conséquences. Aujourd'hui, la nature se retourne contre l'homme. On estime déjà le nombre de réfugiés climatiques à 20 millions. Ces phénomènes nous obligent à mieux comprendre et à mieux prendre en compte les cycles de l'écosystème planétaire. Dans la nature, le carbone ne se trouve pas seulement dans l'atmosphère. Il est également présent en grande quantité dans les océans, dans la végétation et dans le sol. Au cours du siècle passé, ce fait a pourtant été négligé. La monoculture et l'agriculture intensive ont permis d'augmenter le rythme des récoltes, mais cela a eu des effets dramatiques. Au niveau mondial, au cours de ces 60 dernières années, l'agriculture a produit presque autant de CO2 que la consommation d'énergie fossile comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Plus de 19 milliards de tonnes par an.
Autrefois riche en humus, le sol s'est tellement appauvri qu'il ne peut plus servir de réservoir de carbone. Florian Hamlinger est un conseiller travaillant pour le ministère autrichien de l'Agriculture. Aujourd'hui, le sol est une source nette de carbone, ce qui signifie qu'il produit ou émet plus de carbone qu'il n'en stocke chaque année. Un autre chiffre indique que le sol stocke près de 2 fois plus de carbone que la quantité qu'on trouve dans l'atmosphère. Ça signifie que les sols constituent un réservoir important de carbone. La question est maintenant de savoir comment compenser une partie de l'augmentation annuelle de CO2 dans notre atmosphère en pratiquant un type d'agriculture respectueux des sols. C'est devenu une question cruciale pour la protection du climat. En effet, malgré toutes les mesures et les déclarations d'intention, on n'est toujours pas parvenu à réduire le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Le changement climatique est de plus en plus proche. Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Depuis les années 50, les agriculteurs du monde entier utilisent des engrais minéraux de manière intensive pour stimuler la croissance des végétaux. Cette fertilisation apporte aux végétaux tous les éléments nutritifs nécessaires, tels que l'azote, le phosphore, le potassium et d'autres composés de manière ciblée. Cette pratique a semblé donner de bons résultats. Les agriculteurs ont rapidement été convaincus que les engrais minéraux étaient le traitement miracle. Die Mechanisierung der österreichischen Landwirtschaft macht weiterhin rasende Fortschritte. Il y a encore peu de temps, pratiquement personne ne cherchait à connaître les effets de ce type d'agriculture sur les sols et la qualité de l'humus, c'est-à-dire les conséquences sur sa capacité à stocker le CO2. L'agriculture est devenue une industrie à part entière dans de nombreux pays. Elle utilise des machines de plus en plus performantes. Au niveau mondial, près de 140 millions de tonnes d'engrais sont répandues chaque année, essentiellement en Chine, aux États-Unis et en Inde. Les récoltes sont satisfaisantes, mais les sols se dégradent. Les dégâts sont causés par les émissions de CO2 lors de la préparation des semis et de l'épandage d'herbicides, d'engrais et de pesticides. L'exploitation inconsidérée des sols est l'une des raisons pour lesquelles la nature ne peut plus faire face à l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Les terres cultivées de manière intensive subissent une diminution importante de leur capacité de rétention en eau et sont touchées par l'érosion. Les fortes pluies, qui surviennent de plus en plus fréquemment à cause du changement climatique, amplifient un peu plus le décapage de l'humus. L'eau de pluie emporte les précieux nutriments. Dans le même temps, le sol perd sa capacité de rétention en eau et ne peut plus rafraîchir la terre par le biais de l'évaporation. Cette situation entraîne des pluies torrentielles, des inondations et des périodes de sécheresse. Tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui peuvent s'expliquer par la théorie du lien humus-climat. Et la solution est en fait un nouveau type d'agriculture soucieuse de reconstituer l'humus. Aujourd'hui, nous savons que le refroidissement de la terre au moyen de l'évaporation est l'une des fonctions climatiques les plus importantes du sol. Mais le monde sous nos pieds renferme encore bien des secrets. En Guyane française, des scientifiques étudiant les sols ont fait une découverte sensationnelle. Dans les savanes régulièrement inondées de la région côtière, ils ont découvert des traces de la présence d'Amérindiens. Ils ont vécu ici il y a environ 1200 ans
dans une région particulièrement sujette à l'érosion. Ici, l'abattage des arbres entraînerait rapidement une érosion dramatique des sols. Les scientifiques cherchent à comprendre comment les Indiens ont réussi à entretenir un sol résistant à l'érosion et qui restait fertile dans une région de fortes précipitations. Delphine Renard fait partie de ces scientifiques qui tentent de comprendre ce mystère. D'accord, bon, on peut aller voir ça tranquillement dans mon bureau ? Bien sûr, sans problème. Je suis. Les chercheurs ont identifié des milliers de buttes de terre d'origine artificielle qui ont résisté durant un millénaire malgré des niveaux de précipitation de plus de 3 mètres par an. L'analyse de cette technique ancienne va peut-être nous permettre de reconstituer des sols sains et fertiles sur le long terme. Vers Kourou sur les sites du centre spatial. Les recherches archéologiques indiquent que ce sont les vestiges de collines servant à l'agriculture. À l'évidence, il y a plusieurs siècles, ces Indiens ont créé, puis abandonné, un écosystème très performant. Cet écosystème a ensuite été entretenu par la nature elle-même. Ils ont créé des surfaces cultivables résistantes à l'érosion et fertiles. Un sol sain dans un milieu inhospitalier, un véritable laboratoire vivant pour les scientifiques. Le but du projet qui se déroule ici en Guyane française est d'essayer de comprendre à la fois les composantes historiques et les composantes écologiques des champs surélevés. Donc ici en Guyane, on essaie de comprendre qui a construit les champs surélevés il y a un peu plus de 1000 ans, de manière à protéger les cultures contre les inondations, qui les a cultivés, qu'est-ce qui a été cultivé sur ces champs surélevés, et de comprendre comment est-ce qu'ils sont maintenus aujourd'hui par tout un système naturel, des vers de terre, des fourmis, des termites, qui s'installent dans ces buttes, donc qui vivent en dehors des zones inondées et donc qui peuvent survivre, aller chercher de la nourriture, la ramener, etc. Tous ces organismes, par leur activité, maintiennent ces buttes contre l'érosion. C'est pourquoi on peut encore les voir très bien aujourd'hui. Cette terre agricole est restée stable et fertile durant un millénaire, même avec des précipitations extrêmes. Ces Indiens ont donc réussi à concilier nature et agriculture. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? Le peuple qui a construit ces buttes de terre a créé quelque chose de nouveau, qui a modifié le fonctionnement de l'écosystème. Ça ne l'a pas détruit. Ils ont créé quelque chose qui n'existait pas avant eux. Ça signifie que si on est suffisamment astucieux, si on domestique la nature de manière intelligente, on peut façonner des écosystèmes qui peuvent à la fois produire des aliments tout en conservant leur qualité et leur biodiversité. Je pense que c'est une voie très positive. Les scientifiques sont impressionnés par les différents processus qui semblent se combiner dans cet écosystème sol. Il est stabilisé non seulement par la densité élevée des racines, mais aussi par les déchets organiques accumulés sur ces buttes de terre par des fourmis atacéphalotes. Les scientifiques qui s'intéressent au sol de la région amazonienne du Brésil ont fait une découverte peut-être encore plus importante pour le climat mondial. Ils ont découvert un type de sol artificiel qui est resté fertile durant 2000 ans, la célèbre Terra Preta. À l'évidence, les anciens habitants de l'Amazonie ont fait une utilisation raisonnée de leurs ressources. Les déchets, tels que les restes de poissons ou les os d'animaux et leurs propres excréments, ont été mélangés à des résidus carbonisés et enfouis dans le sol. Grâce à cette pratique, de plus en plus d'éléments nutritifs se sont accumulés dans le sol. Aujourd'hui, la couche de terre noire dépasse souvent 1 mètre d'épaisseur. De la terre noire similaire à celle qu'on trouve au Brésil vient d'être découverte en Allemagne. Le docteur Bruno Glaser, un pédologue de l'université de Bayreuth, est en train de l'analyser.
Ces analyses font avant tout apparaître qu'un carbone stable très aromatique, le fameux noir de carbone, que l'on peut aussi appeler charbon de bois ou résidu de charbon de bois, explique la fertilité de ces sols et pourquoi la couche d'humus est restée stable durant 2000 ans. La carbonisation de la biomasse est un élément essentiel pour une fertilité durable du sol. La terre apprêta est stable, riche en éléments nutritifs, et elle retient parfaitement l'eau. Pourtant, on ne trouve ce type de sol que dans de rares endroits, à proximité de lieux d'occupation humaine anciens. Lors de cette exploration, on n'a pas trouvé de terre noire. Tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'écosystème de la Terre a mis énormément de temps à se former. L'apparition de cette fine couche de sol fertile est le fruit d'un processus extrêmement complexe qui compte de nombreuses étapes. Les sols humides sablonneux ont été le premier support permettant le développement des racines. Les lichens, les pionniers du monde végétal, se fixent sur les roches nues et digèrent les minéraux. Le processus peut toujours être observé dans la nature. Toutefois, il faut du temps pour que cela se transforme en une couche épaisse d'humus qui rend les sols fertiles. En examinant le sol de plus près, on découvre que c'est un univers habité par une diversité incroyable d'organismes microscopiques. Ceux qui pensent qu'il n'y a aucune vie ont tort. Sous le microscope, il y a un nombre considérable de microbes. Quand les conditions sont réunies, une seule bactérie peut engendrer des millions de descendants en 2 jours. La fertilité du sol dépend de la présence de ces organismes. Dans la région écologique styrienne de Kaindorf, tout est fait pour mettre en pratique les dernières connaissances sur les sols. Lors du symposium international sur l'humus, qui se tient régulièrement ici, des experts venant du monde entier échangent les résultats de leurs recherches sur le sol et le climat. Les premières personnes qu'il faut convaincre des possibilités qu'offre la recherche de nouvelles méthodes plus respectueuses de l'environnement, ce sont les agriculteurs. La théorie est rapidement mise en pratique. Les champs expérimentaux de Kaindorf offrent l'occasion d'effectuer des expériences à grande échelle sur le développement de l'humus. Il ne fait plus aucun doute que c'est aujourd'hui la grande priorité. L'agriculture tournée vers l'avenir se heurte à des questions essentielles. Comment peut-on améliorer la qualité du sol? Comment assurer le développement des organismes vivants dans le sol? Comment transformer le sol en réservoir de carbone à long terme? La réponse à toutes ces questions est le compost. En effet, dans le monde entier, d'énormes quantités de matières organiques s'entassent et sont considérées comme des déchets, alors qu'il s'agit en réalité d'une matière première précieuse. Après leur collecte, si ces matières organiques recevaient un traitement préliminaire, elles pourraient jouer un rôle déterminant dans le développement de l'humus. Mais il est très important de savoir exactement comment transformer la matière disponible au début de l'opération en forme stable de carbone. Car tous les types de compost n'ont pas la même valeur pour le sol et le climat. Malheureusement, l'idée d'élimination des déchets continue de prévaloir à l'heure actuelle. Il faudra que ça change dans l'avenir. Le compost va devenir un produit de première importance, parce qu'il faudra stocker le plus possible de carbone sous forme d'humus. Et une fois correctement piégé sous cette forme, le carbone reste stable durant des siècles. Ici, les champs expérimentaux reçoivent des quantités importantes de compost préparés pour améliorer la qualité du sol. Les premiers résultats sont très encourageants. Les sols ainsi fertilisés sont plus riches en humus, moins compacts et ils restent fertiles.
L'évolution de ces champs expérimentaux est contrôlée depuis des années par des scientifiques. Et ils ont montré qu'un compostage adapté contribue à la protection du climat. Des expériences menées sur l'île de Lobau en Autriche depuis 1992 ont fourni les mêmes résultats. Ici aussi, la quantité d'humus et la fertilité du sol ont fortement augmenté grâce à un compostage maîtrisé. L'expérience accumulée par ces chercheurs est déterminante face aux bouleversements annoncés du climat. Dans l'avenir, le changement climatique devrait entraîner des précipitations violentes et fréquentes. Cela s'accompagnera également de périodes de sécheresse à répétition. Comment donner une chance à nos sols de résister à une telle situation? L'une des solutions consiste à augmenter le taux d'humus en fonction des conditions locales et des modes de culture. Les expériences menées sur l'île de Lobau ont été accompagnées d'analyses en laboratoire. Elles ont mis en lumière le fait que le compostage n'est pas seulement important pour le sol et le climat, il permet aussi d'obtenir de meilleures récoltes. Il a été démontré qu'il était possible d'accroître la proportion d'humus sur le long terme. On a obtenu des améliorations non seulement en termes de rendement, mais aussi de stabilité des récoltes. De plus, la qualité de la production s'est nettement améliorée. Le compostage est un pas vers une économie de flux saine en circuit fermé. Elle suit l'exemple de la nature dans laquelle rien ne se perd. Toute matière morte se décompose avant d'être recyclée. À l'Université des ressources naturelles et des sciences appliquées à la vie de Vienne, on étudie la qualité de l'humus et des composts en mesurant le taux d'acide humique. Avec une collecte plus efficace des déchets, des matières premières précieuses pourraient ne pas être perdues. L'exemple suivant souligne bien l'importance d'une collecte distincte des déchets biogènes et de leur compostage. Si un compost contenant 50% de matière organique sous forme d'acide humique était épandu sur toutes les surfaces cultivables d'Autriche, ce pays serait en mesure de respecter les engagements de Kyoto. L'humus et la qualité du compost sont devenus un enjeu de première importance dans la course contre le changement climatique. Encore récemment, aucun critère de qualité n'était pris en compte pour les sols. Il leur suffisait de contenir peu de matières polluantes pour être considérés comme de bonne qualité. Des recherches sur le rapport entre le sol et le climat sont également menées par l'Université technique de Munich. La fertilisation est un autre facteur influent sur l'humus et le taux de carbone du sol. Ici, il faut d'abord mentionner les fertilisants organiques. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de quantité. Quelle quantité de fertilisants organiques devrais-je utiliser? C'est bien plus une question de qualité. Il en va également de la qualité de la matière organique. Une fois encore, l'agriculture bio présente des avantages significatifs parce qu'elle utilise généralement des fertilisants organiques de très bonne qualité. Comment obtenir un sol sain et riche en humus? C'est une question à laquelle on essaie de répondre depuis plusieurs décennies. Ici, de nombreuses techniques agricoles sont étudiées. Le sol est l'organe digestif, l'estomac des végétaux. Quand cet estomac a un trop-plein, le sol souffre de diarrhée, les végétaux sont en mauvaise santé. Et où ces substances toxiques finissent-elles? Dans les eaux souterraines. On est donc confronté à de graves problèmes de nappe phréatique, tout comme la microfaune aérobie. Les vers de terre, par exemple, n'apprécient pas du tout les sols inondés et boueux. Ils doivent remonter à l'air libre pour ne pas mourir. En fin de compte, nous détruisons la faune présente dans le sol. Il est possible de favoriser le développement à long terme de la vie dans le sol grâce à un compost bien adapté. Il est aussi essentiel de bien connaître les plus petits micro-organismes vivant dans ce milieu. Ces formes de vie aérobie ont les mêmes besoins que les êtres humains ou les animaux de plus grande taille. Elles ont besoin d'oxygène, de nourriture et d'eau. Et quand toutes ces conditions sont réunies, ces organismes exploitent la matière organique du sol de manière optimale. Ça signifie qu'il n'y a pas de perte. Le sol abrite un univers d'une diversité inimaginable.
2 grammes de terre peuvent contenir plus d'organismes vivants qu'il y a d'hommes sur Terre. Des bactéries, des moisissures, des algues, des organismes unicellulaires. Tous jouent un rôle dans la transformation des nutriments nécessaires à la végétation. Dans le cas d'un mauvais compostage, jusqu'à 90% des matières organiques susceptibles d'enrichir le sol sont perdues à cause d'un processus de décomposition incontrôlé. Certains agriculteurs participent à des séminaires afin de mieux connaître ces interactions complexes. Pour ces agriculteurs, connaître l'importance que peut avoir la qualité des sols pour le climat ouvre des perspectives intéressantes en termes de soutien financier. Les négociations se poursuivent pour la période post-2012 et ce serait une très bonne chose si la gestion des sols, des prairies et des champs était prise en compte. Une comparaison d'échantillons pris au hasard. La différence de qualité du sol entre un champ quelconque et un champ qui a reçu du compost est visible immédiatement. Contrairement à des sols morts, généralement à cause d'une agriculture intensive, les sols sains se caractérisent par la présence d'un très grand nombre de vers de terre. Les vers de terre jouent un rôle essentiel. Grâce à leurs excréments, ils font croître la couche d'humus. En même temps, ils aèrent le sol, ce qui permet à d'autres organismes de proliférer plus facilement. Alors qu'il devient très difficile de trouver des sols fertiles en Europe, dans des conditions climatiques pourtant favorables, on assiste à un véritable miracle au milieu du désert égyptien. Sur ces terres, près du Caire, la société Sekem a créé des jardins verdoyants capables de résister aux tempêtes et à la sécheresse. Le secret de cette oasis ? Un système ingénieux de gestion du compost. Une couche d'humus de 30 cm s'est formée progressivement à la surface du désert et elle offre désormais de bonnes conditions pour l'agriculture. Aujourd'hui, la deuxième ferme de Sekem emploie 2000 personnes qui travaillent dans des unités de production respectant tous les principes de la biodynamie. Des plantes saines, c'est bon à la fois pour les animaux et pour les hommes. Ce processus qu'on a lancé en Égypte il y a 30 ans est aujourd'hui en plein développement. C'est tellement vrai que nous fournissons du compost à un grand nombre de clients qui ont aussi appris à en produire eux-mêmes. On peut dire que l'agriculture biologique connaît un développement exponentiel en Égypte. Grâce au compost, la rétention en eau du sol augmente considérablement. Ainsi, les cultures localisées dans ce lieu aux précipitations très faibles dépendent moins de la présence des pluies. Le niveau de CO2 dans le compost est mesuré régulièrement. Toutes les matières disponibles sur place sont utilisées pour le compostage. Les déchets végétaux, la paille de riz, les biodéchets, le lisier et les sédiments du Nil. L'étude de la qualité des sols devrait conduire à d'autres projets dans le désert égyptien. Le traitement du lisier s'avère particulièrement important. Avant d'être utilisé, il est aéré pendant plusieurs jours, puis il reçoit des additifs comprenant des algues, des sels minéraux et des micro-organismes spécifiques. Ce n'est qu'après ces différentes étapes que le mélange nutritif peut être répandu. Les matières d'origine animale sont très importantes pour la qualité du sol. On utilise également la fiente des pigeons domestiques. Bien entendu, le lisier des bovins est encore plus important pour le compostage. Et les animaux profitent des déchets issus du pressage des oranges. Plus de
200 fermes égyptiennes, ce qui représente un total de 4000 hectares de culture biologique, livrent maintenant leurs produits ici, où ils sont emballés avant d'être distribués. Les épices, les fines herbes, les fruits et les graines de la société Sekem sont aujourd'hui appréciés par de nombreux clients à travers le monde. La société Sekem s'est d'abord fait connaître en devenant le grand spécialiste du coton organique, utilisé pour fabriquer des vêtements. Avec l'exemple de cette ferme, l'utilisation de traitements chimiques a été divisée par 10 dans toute l'Égypte. Sekem a démontré que le développement de l'humus pouvait aussi réussir dans les conditions les plus extrêmes et qu'un sol fertile pouvait favoriser l'apparition d'un microclimat luxuriant en plein désert. Les initiatives visant d'autres expériences en Égypte viennent également d'ici, de Styrie occidentale. Le groupe de travail sur l'économie de recyclage avec Culture Associée mène des recherches sur les associations de plantes ayant des effets bénéfiques sur les sols. La culture simultanée de différentes variétés de plantes qui se complètent bien offre effectivement un grand nombre d'avantages déterminants. Les cultures associées peuvent jouer un rôle important pour la production d'humus. Les organismes présents dans le sol prospèrent. Les maladies des végétaux peuvent être mieux combattues, la capacité de rétention en eau est doublée et la bonne pénétration des racines améliore le stockage du CO2 dans le sol. Il sera très difficile de combattre le problème des sols sans l'invention de nouvelles méthodes de culture. Des comparaisons faites sur plusieurs années ont clairement montré que la culture biologique n'offre pas seulement des récoltes stables, mais aussi un énorme potentiel pour le stockage du carbone et la réduction des gaz à effet de serre. L'agriculture se trouve donc à un tournant. Si nous continuons à ignorer l'importance de la qualité des sols, et que nous nous obstinons à pratiquer une monoculture intensive, les problèmes climatiques ne pourront aller qu'en s'aggravant. On voit bien qu'il est possible d'augmenter les niveaux de stockage de carbone de manière significative sur une période de 10 à 15 ans. De plus, cela présente un grand nombre d'avantages financiers, avec une meilleure fertilité des sols et donc un meilleur rendement des cultures à l'hectare. Joseph Brown est un pionnier du bio. Il est aujourd'hui connu dans tous les pays germanophones pour sa ferme modèle de Freising. Il défend notamment un modèle mêlant à la fois l'élevage de bovins et la culture en plein champ. Il collabore aussi régulièrement avec des scientifiques. J'ai adopté l'agriculture biologique depuis 20 ans. Avant, je pratiquais une agriculture traditionnelle intensive. Pour moi, il est évident que si on prend le temps de s'intéresser à la nature et aux lois de la nature, on découvre des choses fascinantes. Je veux dire par là que la nature a des ressources qu'on n'avait jamais soupçonnées. Tout simplement parce qu'on croyait qu'il suffisait de dominer la nature. Sa devise est celle-ci. Ne faites rien qui puisse contrarier la nature, mais alliez-vous à elle. La rotation et l'association des cultures, le compostage, une utilisation réduite de fertilisants minéraux solubles prêts à l'emploi et un labourage minimal. En prenant de telles mesures, on peut entretenir durablement l'humus. Dans la plupart des sols arables actuels, les racines des végétaux ne pénètrent que dans la couche labourée du sol. En revanche, elles s'enfoncent plus profondément dans un sol soigneusement traité, qui aura par conséquent moins de risque de subir le phénomène de l'érosion. En outre, une bonne pénétration racinaire permet d'ameublir le sol et d'améliorer l'apport en nutriments des végétaux. Les organismes présents dans le sol prospèrent et cette masse de racines stocke une quantité importante de carbone.
Des études scientifiques ont démontré les effets dramatiques de l'agriculture intensive sur les organismes vivant dans le sol. Au niveau microbiologique, l'Université de technologie de Graz a découvert que ce type d'agriculture était responsable d'importants bouleversements. L'agriculture intensive a naturellement des conséquences néfastes sur les micro-organismes vivant dans le sol. D'une part, ça débouche sur une diversité plus faible des micro-organismes. On assiste à la disparition de micro-organismes qui remplissaient certaines fonctions importantes. D'autre part, on assiste aussi à une multiplication des agents pathogènes. Par exemple, on constate une augmentation spectaculaire des agents pathogènes dans le sol, ce qui provoque une diminution du rendement. Tout comme dans un corps humain, un sol affaibli est plus facilement colonisé par des agents pathogènes qui peuvent provoquer des dégâts très graves. De même que dans le cas de la santé humaine, un apport correct en nutriments et un bon entretien joue un rôle fondamental dans la prévention des maladies. Dans ces champs expérimentaux appartenant à l'Université technique de Munich, les scientifiques étudient le comportement de l'humus et le taux de carbone de différents sols. Ils ont découvert qu'il est possible d'augmenter la concentration de carbone sur plusieurs années. Dans le monde entier, des personnes cherchent un moyen d'accélérer la production d'humus. La recherche sur la terra preta est-elle une solution d'avenir? Ces hommes préparent du charbon de bois pour faire des expériences sur le compostage à grande échelle. L'objectif est d'appliquer en Europe les découvertes scientifiques réalisées sur la terre noire d'Amazonie. Le charbon de bois est mélangé à des déchets végétaux et organiques, ainsi qu'à des boues d'épuration. Des expériences à plus petite échelle menées à l'université de Bayreuth ont déjà démontré l'efficacité de ce charbon de bois appelé biochar. Les plantes ont un rendement nettement plus élevé quand on introduit du biochar dans le compost. On mène ici une expérience avec du biochar mélangé à du compost, deux types de terre et de l'avoine. À droite, on a une terre sablonneuse, à gauche, elle est riche en terreau. On voit très bien quand on compare les pots sans biochar, ceux contenant peu de biochar ou beaucoup de biochar, qu'ils favorisent la croissance des plantes sur les deux types de sols. Mesurer, enregistrer et évaluer le rendement de chaque plante. Seule une démarche aussi minutieuse que celle-ci permet d'obtenir des conclusions scientifiques claires sur l'efficacité du biochar. Les analyses en laboratoire qui l'accompagnent visent à mesurer jusqu'à quel point il est possible d'accroître de manière durable dans le temps la fertilité du sol à l'aide de matières pyrolysées. À Ingelheim, sur le Rhin, un réacteur de pyrolyse a été mis au point afin de lancer une production en série. C'est l'étape la plus importante pour synthétiser le biochar. Ici, on mélange les déchets végétaux, les tourteaux de colza et les boues d'épuration. Contrairement à la combustion, au cours de la carbonisation, seule une partie du CO2 de la biomasse s'échappe dans l'atmosphère. Une bonne partie du CO2 reste concentrée à long terme dans ce produit. Voici à quoi ressemble ce biochar tant convoité. Le procédé de la carbonisation offre de nouvelles perspectives pour le recyclage du bois. Les usines de gazéification pourraient être transformées pour produire du biochar. Les avantages de ce nouveau procédé de carbonisation sont évidents. La combustion de carburants fossiles libère davantage de carbone dans l'atmosphère et nuit au climat. Elle aggrave les problèmes que l'on connaît déjà. L'utilisation de la biomasse est neutre en termes de circulation de CO2. De plus, la production de biochar a également un effet positif sur le climat. La carbonisation piège environ un tiers du carbone sous une forme stable, réduisant ainsi l'impact sur l'atmosphère.
Le biochar est une matière première exceptionnelle. La mise au point d'une terra preta artificielle pourrait ouvrir de nouveaux horizons en termes de fertilité des sols et de stockage du CO2. La conservation des sols est l'objectif principal de cette agriculture soucieuse du climat. Dans le sud du Brésil, on s'est engagé depuis quelques années sur une voie radicale. De grands domaines agricoles de Whitmarsum font partie d'un total d'environ 20 millions d'hectares de terre, sur lesquels le labourage est exclu. Depuis longtemps, ce concept connaît un grand succès aussi bien au Brésil qu'en Argentine. Les agriculteurs brésiliens n'ont pas totalement adhéré à cette approche de conservation des sols de leur plein gré. Au fil des décennies, l'agriculture intensive avait détruit leurs terres. Aujourd'hui, ils soutiennent un concept révolutionnaire. On a mis sur pied une rotation des cultures et on plante des végétaux qu'on ne récolte pas. L'objectif est de laisser une bonne couche de paille sur le sol. Quand on fait la récolte, on laisse toujours la paille sur le sol. De cette manière, il n'est jamais à nu. Depuis cette conversion au concept de conservation des sols, la production a régulièrement augmenté, entre 35 et 80% au cours des dernières décennies. Aucun de ces agriculteurs ne voudrait revenir à l'époque de la culture intensive. Aujourd'hui, cette charrue n'est rien d'autre qu'une pièce de musée. C'est la relique d'une époque de développement peu judicieuse, à l'origine d'énormes problèmes d'érosion des sols. Sur une terre composée à 60% de sable et au relief très vallonné, au bout d'un certain nombre d'années, on a constaté l'apparition des premiers sillons après les pluies. Connaissant les conditions climatiques de cette région, on peut aussi penser que le sol était déjà saturé d'eau avant l'arrivée d'une autre pluie torrentielle peu de temps après. C'est ce qui a provoqué le phénomène d'érosion. La destruction du sol a posé de réels problèmes dès qu'on a commencé à planter du soja dans les années 70. Aujourd'hui, ce problème a été résolu. La paille est laissée sur la terre après la récolte et sa décomposition favorise le développement des organismes vivants dans le sol. Les machines agricoles ne sont utilisées que pour l'ensemencement et on évite le labourage grâce à ce qu'on appelle le semi-direct. Je peux dire sans me tromper que la demande pour le semi-direct est en progression au Brésil, en Amérique et partout dans le monde. Les Européens ont eux aussi constaté qu'à cause des labourages trop fréquents, leur sol s'était appauvri. L'exploitation de la nature repose sur le principe du recyclage de matériaux en boucle fermée. C'est à l'opposé de ce qui caractérise notre société du tout jetable. Maringa, une ville brésilienne de près de 330 000 âmes. Le système de collecte sélective n'existe pas et 65% des ordures sont des déchets biodégradables. Mais les autorités tentent de résoudre le problème des déchets en utilisant une nouvelle technologie. La ville produit 300 tonnes de déchets par jour. Elle transforme les matières recyclables en fertilisants pour les cultures à l'aide d'un procédé de compostage accéléré. Ce traitement des ordures consiste à faire un compostage accéléré des matières organiques. De cette façon, on réussit à produire 110 tonnes d'humus par jour. Cela signifie que 41% des déchets ménagers solides qui nous parviennent sont transformés en humus à la fin du processus et qu'ils peuvent être utilisés dans l'agriculture.
L'agriculture soucieuse du climat pourrait aussi bientôt se caractériser par des exploitations associant agriculture et sylviculture. Depuis des années, l'agroforesterie connaît un certain succès en France. Les arbres offrent aux champs une protection contre le vent et l'érosion et alimentent le sol en carbone grâce à leurs racines. L'agriculteur bénéficie également d'avantages économiques. En plus de sa récolte annuelle de céréales, il peut, après un certain temps, vendre du bois et ainsi augmenter ses revenus. Ces systèmes ont des avantages également pour l'environnement. Donc pas seulement pour le revenu, mais également pour l'environnement. Un des aspects que nous pouvons voir ici, c'est la présence de ces fleurs sur la ligne des arbres qui attirent les insectes, et notamment les insectes qui nous aident à contrôler les pucerons qui infectent les céréales. Grâce à ces fleurs, les insectes reviennent, pondent leurs œufs sur les céréales et les larves détruisent les pucerons, ce qui nous limite l'utilisation de pesticides. Sur ces parcelles agroforestières, le blé, qui se trouve en concurrence avec les arbres pour la lumière, a généralement tendance à mûrir un peu plus tard, mais il est de meilleure qualité. Il contient en effet des taux de protéines nettement plus élevés. Par ailleurs, les racines des arbres s'enfoncent plus profondément dans une parcelle de céréales. Les arbres poussent plus vite et résistent mieux au manque d'eau en été. Leurs racines plus profondes leur permettent également d'absorber davantage d'azote, ce que ne pourraient pas faire les céréales avec leur système racinaire horizontal. Ainsi, les arbres contribuent à la protection des eaux souterraines. Ceux qui pratiquent l'agroforesterie depuis plusieurs années sont convaincus de ces avantages. Et l'aspect esthétique de ces parcelles ne laisse pas non plus indifférent. Des gens qui s'interrogent, qui se demandent pourquoi il y a des arbres, à quoi ça sert, etc. Donc ça, c'est sûr que ça inquiète les gens, ou faute de les inquiéter, en tout cas, ils se posent des questions. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on les amène un peu dans les champs, on les promène dans ce paysage en leur expliquant ce qui se passe. Et je crois que tout le monde comprend, et tout le monde non seulement comprend, mais est partisan d'une telle culture. Ces parcelles agroforestières restent une exception. Mais la menace climatique pourrait rapidement inciter les agriculteurs à se tourner vers ce type de cultures associées. Dans de nombreuses zones agricoles européennes, la dégradation et la destruction des sols ne sont pas encore visibles, du moins en surface. La beauté de ces paysages est souvent trompeuse et extrêmement rassurante. Mais on ne peut obtenir de sols sains sur la durée qu'en produisant de l'humus. De plus, seuls les sols riches en humus peuvent réellement contribuer à sauver le climat grâce à leur capacité de stockage du carbone. 19 milliards de tonnes de CO2 pourraient être piégées par la totalité des terres agricoles mondiales. Cet énorme potentiel reste disponible pour une durée de 30 ans. L'agriculture aura du mal à se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Ces énormes tracteurs et les manifestations, comme ce championnat de labour, témoignent d'une attitude qu'il faut absolument dépasser. S'agit-il seulement d'obtenir le plus grand rendement possible sans se soucier des conséquences ? Ou bien sommes-nous prêts à apprendre de la nature et à travailler avec elle? Dans le secteur de l'agriculture, des solutions orientées vers la protection du climat existent. Il s'agit à présent de les mettre efficacement en œuvre.